Bonjour Boris Faure. Bonjour. Merci d'être avec nous, merci d'avoir choisi France Inter pour vous exprimer. Vous avez été victime de deux violents coups de casque le 30 août dernier à Paris. Coup de casque donné par le député Mjid El Guerrab. Vous n'aviez pas parlé jusqu'à ce matin. Qu'est-ce qui vous a décidé à prendre la parole ? Bien, d'abord merci pour votre invitation. Pourquoi je prends la parole ? Pour une raison simple, c'est que mon état de santé commence tout juste à le permettre. Oui. Alors, on va expliquer. Vous avez été hospitalisé, vous avez été dans le coma. On va parler de votre état de santé. Mais d'abord, expliquez à ceux qui ne sont pas au courant, les auditeurs, qu'est-ce qui s'est passé précisément ce mercredi 30 août, dans l'après-midi, dans une rue du 5e arrondissement de Paris ? Alors, ce qui s'est passé, c'est finalement, au départ, quelque chose d'assez banal. Une rencontre fortuite entre deux personnes qui se connaissent. Moi qui sors d'un rendez-vous chez mon psychanalyste, tout bêtement, dans le 5e arrondissement. Et puis qui tombe par hasard, complètement par hasard, sur Mjid El Guerrab, que je connais depuis environ 3 ans. Que vous connaissez parce qu'avant d'être En Marche, avant d'être un marcheur et de rejoindre Emmanuel Macron, il était au Parti Socialiste comme vous. Et avec lequel nous avons, pendant de nombreuses années, eu des relations de bonne camaraderie. Et puis, comme il y a eu des tensions, en fait, politiques, lors de la campagne législative, je me dis que c'est le bon moment, finalement, parce que je le croise, d'avoir tout simplement une conversation amicale. Et malheureusement, la suite va très mal se passer. Je vais rester dans un registre amical, mais je vais finir au sol, en sang. Après, effectivement, comme vous l'avez signalé, 2 coups de casque. Après, peut-être un coup de sang du député. Qu'est-ce qui se passe après ? Hospitalisation ? Alors, je suis emmené assez rapidement aux urgences, à l'hôpital Cochin, puis à l'hôpital Beaujon. Je salue d'ailleurs l'efficacité de notre service public, de ces sapeurs-pompiers qui sont venus me récupérer alors que j'étais encore conscient. Et puis je suis tombé inconscient dans le coma. J'ai été amené aux urgences neuropsychiatriques de Beaujon. J'étais pris en charge de manière exceptionnelle par un docteur qui m'a certainement sauvé la vie parce que j'avais une hémorragie cérébrale. Il y avait une artère, en fait, voilà, du sang dans le cerveau. Donc j'ai été soigné. Pronostic vital engagé. Pronostic vital engagé. Et puis 4 jours de service de réanimation. Donc on va dire entre la vie et la mort, ou en tout cas dans un état assez critique. Et puis heureusement, progressivement, je sors de cet état-là. Et puis le pronostic vital n'est plus engagé. Et comment vous vous sentez ce matin ? Je me sens affaibli. Mais suffisamment en forme pour vous parler. J'ai ce souci, je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai une oreille qui entend très mal, voilà, j'ai encore des maux de tête, j'ai pas récupéré 100% de mes moyens. Ça reviendra progressivement, je l'espère. Alors, on va revenir sur ce qui s'est passé. Vous dites que c'était une conversation amicale, lui ne dit pas ça. Il reconnaît le geste violent, mais il affirme qu'il a réagi à des insultes racistes et à une agression physique. Il explique que c'est vous qui l'avez interpellé, que vous lui avez attrapé le poignet, que vous l'avez insulté, le traitant, je cite, de sale arabe, un mot confirmé par un des vigiles présents sur la scène. Est-ce que vous l'avez insulté ? Alors vous le dis très nettement et solennellement, il n'y a eu dans ma bouche, non seulement ce jour-là, aucune insulte raciste, aucune insulte tout court, mais l'insulte raciste ne fait pas partie de mon ADN, moi qui depuis 18 ans me mobilise d'abord dans la région PACA comme militant antiraciste, et puis maintenant dans mes fonctions, qui suis un promoteur de la multi-appartenance, qui est toujours considéré pendant l'épisode de la déchéance de nationalité que la binationalité était une richesse. Voilà. D'accord. Okay. Donc tout ça, donc vous le dites clairement, c'est pas vrai, il ment, vous ne l'avez jamais traité de sale arabe. Et c'est même ce que j'appelle, parce que vous parliez aussi de ce qu'il appelle son entorse au poignet. Il dit que vous l'avez saisi le poignet et qu'il s'est défendu. Du roman de gare, en fait. Tout ça, c'est ce que j'appelle la deuxième agression. Il y a la première agression qu'il ne nie pas, l'agression physique. Il cherche évidemment à la justifier. Et il y a la deuxième agression qui est certainement encore plus violente. C'est l'agression de la diffamation. Pourquoi elle est violente ? Parce que quand Mjid El Guerrab, mon agresseur, commence à parler dans la presse, je suis sur mon lit d'hôpital, dans l'incapacité de me défendre. Et moi, je découvre tout ça. C'est mon sereau debout à la sortie de l'hôpital. Et c'est moi qui suis atteint, c'est ma famille. Voilà. Et je trouve que vraiment, il aurait pu s'abstenir, très franchement. Ouais. Et vous dites ce matin que vous prenez la parole parce qu'il y a eu les insultes et l'accusation de racisme. Toujours dans les accusations, l'avocat de Mjid El Guerrab affirme aussi que vous le harcelez depuis plus d'1 an et que vous l'avez déjà menacé de mort à plusieurs reprises. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai ? Alors, c'est pas vrai, parce que si le harcèlement s'est échangé
60 SMS, puisque j'ai fait le compte avec mon avocat et j'ai remis tous ces SMS à la police, 60 SMS, en combien de temps? En 3 ans. En 3 ans, nous qui sommes tous des utilisateurs excessifs de nos téléphones portables, je vous laisse imaginer si 60 SMS en 3 ans, du harcèlement. Et dans le fond, dans ces SMS, ils sont de toute façon à disposition de la police, c'est pareil. Il n'y a pas de menace Il y a de de la mort. tension, non, il y a de la tension politique, mais... Ça portait sur quoi, votre différend? Alors moi, je pense que d'abord, il faut préciser à vos auditeurs que je n'ai pas de différent personnel à l'égard d'M.J. Delguerab qui était candidat aux législatives. Je n'étais pas moi-même candidat aux législatives. Il faut le dire parce que Non, mais vous souteniez un candidat socialiste face à lui. le différent, à mon avis, et l'animosité qu'M.J. Delguerab me porte, vient du fait que tout simplement, quand il est venu dans ma fédération pour candidater, j'ai considéré que je n'avais pas à le soutenir. D'accord, Voilà. donc c'est une affaire d'investiture. Bien. Il s'est excusé publiquement, est-ce que c'est suffisant? Compte tenu de ce qui s'est passé et de la deuxième agression, qui s'excuse aussi, De vous avoir traité qui de raciste. reviennent sur le racisme, puisque j'ai bien vu dans ses déclarations qu'il est revenu sur certaines de ses déclarations. Il disait « m'a traité de sale arabe ». Il se trouve qu'il ne l'a pas dit devant la police, c'est pas dans le dossier d'instruction. Il est déjà revenu sur ça. Qu'ils reviennent sur le reste. Et puis après, on verra. Mais moi, je ne crois pas au pardon, je ne suis pas religieux, vous voyez. Je crois à la justice, en fait. D'accord, mais Gilles Delguerab a démissionné de La République En Marche, il reste député, il est passé de la commission des finances à la commission de la défense. Christophe Castaner a parlé d'une sanction, qu'est-ce que ça vous évoque? Bon, je crois que c'est difficilement compréhensible, la sanction. Ce que ça m'évoque, c'est qu'on voit là que sur le plan juridique, il y a un no man's land institutionnel. Pourquoi? Un député, pris en flagrant délit, reste député. Il aurait pu tuer, il reste député. Là, il y a un no man's land, il y a quelque chose à régler. Qu'est-ce que votre affaire dit de la classe politique aujourd'hui? Est-ce qu'elle est plus violente qu'avant? Est-ce que ça dit quelque chose? Ou est-ce qu'au fond, c'est une mauvaise rencontre entre deux hommes, point à la ligne? Ce n'est plus de la politique. C'est du droit commun. C'est une violence de droit commun. Donc je ne peux pas répondre à votre question, parce que pour moi, ce n'est pas de la politique, en fait. C'est pas de la politique. Donc Ce n'est pas de la politique. vous n'avez pas un enseignement à tirer entre Nathalie Kosciusko-Morizet qui se prend une baffe sur un marché ou qui se fait littéralement agresser, ou une autre députée qui se prend une gifle, ou une députée qui mord un chauffeur de taxi, ou votre histoire. Vous n'avez pas l'impression que la classe politique elle-même est plus violente qu'avant? Non, parce que c'est vrai que c'est la technique du faisceau d'indices. Vous citez des faits qui sont avérés, mais on pourrait citer aussi dans le même temps des gestes magnifiques. L'esprit républicain qui règne parfois entre les élus. Moi, je suis élu local des Français de Belgique. Il y a des choses magnifiques qui se passent entre élus locaux. Donc vous n'avez pas envie de participer au concert généralisé? Absolument pas. Aujourd'hui, vous vouliez juste parler de votre affaire. Merci à vous, Boris Faure, d'avoir accordé vos premiers mots à France Inter.